Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mardi 29 juin 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a été cuisiné pendant près de 7 heures hier lundi à l'Assemblée nationale du Cameroun par une trentaine de députés. Les membres du Parlement voulaient avoir des réponses précises sur un certain nombre de questions préoccupantes telles que les délestages, les surfacturations chez Eneo et Camwater ou encore sur la politique gouvernementale en matière d'électrification des zones rurales au Cameroun, entre autres. Répondant aux questions des députés au cours de cette plénière spéciale, le ministre Gaston Elundu Essomba a fait observer que pour un accès à tous à l'électricité, il faudra à l'État 6 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2035. L'argent permettra, a dit le ministre, de remplacer dans l'urgence les poteaux en bois dont 60% sont vétustes, de mettre à la disposition du Grand Nord où la pluviométrie est faible, environ 27 groupes électrogènes entre autres. Bref, une enveloppe de 6 000 milliards de francs CFA répartis ainsi qu'il suit. 4 200 milliards pour la production électrique, 960 milliards pour le transport d'énergie électrique, 840 milliards de francs CFA pour la distribution en milieu périurbain et rural. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir, présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Tout de suite, le fait du jour. Déficit énergétique, le gouvernement camerounais avoue-t-il son incompétence? Pour décrypter cette problématique, ce mardi, nous avons convié sur ce plateau Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir chers copanélistes. Bonsoir la diaspora très active à centre du Cameroun qui retient son souffle par rapport à un événement qu'elle aura, je crois, le 3 juillet 2021 à la place de la République. À Paris, cela dit, permettez-moi aussi de dire un bonsoir, un soutien inconditionnel à mes amis politiques et à tous les prisonniers politiques du Cameroun qui sont embrigadés juste parce qu'ils ont voulu s'exprimer. Merci Maître Kenyé d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais combien sur ce plateau, comme homme politique, vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'introduis Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci encore à vous le coach qui a bien voulu me convier à cette émission. Je voudrais dire, si vous le voulez bien, bonsoir à deux de mes grands frères. Le premier s'appelle Atangana Pierre-Paul, qui souffle aujourd'hui sur une bougie de plus et qui fête ses noces de formant. Et donc, après cela, je voulais dire bien des choses à son couple et à son épouse, Yvette. Je voulais donc dire enfin, bonsoir à M. Tobindi. C'est un nom qui doit vous être familier parce que c'est un homme des médias. Lui aussi souffle sur une bougie aujourd'hui et c'est mon camarade du RDPC. Merci Raphaël, vous l'avez indiqué, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, et vous êtes le camarade de Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. J'introduis également sur ce plateau Xavier Vélémy, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Duval, merci de l'honneur que vous nous faites une fois de plus ce soir en nous invitant à ce possible programme. Et permettez-moi de dire bonsoir à mes copanélistes. Et particulièrement, avec votre permission, j'aimerais saluer l'honorable Jean-Michel Nitié, qui fait un travail remarquable de la sentinelle de la République, la bonne gouvernance et la démocratie, avec le contrôle de l'action gouvernementale au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a mis en nu toute la mafia gouvernante, notamment sur le cas de Covid-19, le scandale Covid-19, qui ne finit de nous révéler encore d'autres scandales chaque jour qui passe. Je voudrais vraiment le magnifier, le féliciter et le remercier. Xavier Vélémy, vous êtes militant du Social Democratic Front et vous êtes le responsable de la communication du SDF pour la région du littoral. C'est exact. Serge-Henri Kelbé, bonsoir. Bonsoir Duval.
Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir convié une fois de plus, n'est-ce pas, pour traiter d'un sujet aussi important que celui de l'énergie. Et c'est toujours un honneur d'être parmi vous. Vous avez une casquette politique, mais qu'on ne va pas mettre en exergue ce soir. On va vous présenter comme polytechnicien, spécialiste des questions d'énergie renouvelable. Tout à fait. Et sur ce, je voudrais vous adresser la première question. Serge-Henri Kelbet, vous avez écouté le ministre Gaston Elunboy Somba à l'Assemblée nationale au cours de cette plénière spéciale consacrée à l'analyse des questions d'eau et d'électricité. La première question que je veux poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'en écoutant le ministre, vous avez le sentiment que le diagnostic a été fait, qu'il est bouclé et que maintenant il ne reste qu'à mobiliser les moyens financiers pour mettre en route le projet qu'il est en train de proposer? Oui, Duval, je dirais, n'est-ce pas, d'emblée qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je voudrais d'abord saluer, n'est-ce pas, cette séance qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, et je juge que c'est historique de mémoire. On n'a pas vu un ministre de l'eau et de l'énergie sortir un document aussi détaillé, aussi clair, n'est-ce pas, du diagnostic des problèmes énergétiques et d'eau dont souffre le Cameroun. Donc pour ma part, je peux dire que c'est un document assez élaboré. Étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, le ministre a présenté aux députés, n'est-ce pas, un document qui vaut vraiment la peine d'être regardé de près. Et il ne faut pas aller vite en besogne. C'est un document qui certainement sera exploité pendant une bonne quinzaine, soit vingtaine d'années. Donc si vous voulez mon opinion, grosso modo, je dirais que c'est un document qui est assez très bien fait. Alors, je voudrais requérir l'avis de Maître Fabien Keïé sur le sujet. Vous avez écouté le ministre de l'eau et de l'énergie. Il a fait un diagnostic qui tient sur deux aspects précis, la question de l'électricité, la question de l'eau. Mais compte tenu du temps assez court de cette émission, nous ne pouvons pas évoquer les deux aspects. Nous allons nous limiter ce soir à la question de la production, du déficit énergétique. Et dans une autre émission, nous allons nous intéresser à la question de l'approvisionnement en eau potable. Sur la question de l'électricité, est-ce que ce diagnostic vous convient? Duval, vous savez, je ne suis pas expert comme mon copanéliste, M. Kelbet, mais tout au moins, je subis ce qu'on peut appeler la consommation ou la fourniture d'énergie électrique. J'ai pris connaissance absolument de ce document ou de ce diagnostic qui a été fait par le gouvernement à travers son ministre de l'eau et de l'énergie devant la représentation nationale. À la question de savoir, malgré les initiatives et les actions menées par le gouvernement visant à rendre optimale la fourniture énergétique et l'approvisionnement en eau potable au Cameroun ou de l'électricité, qu'est-ce qui coince véritablement? C'est-à-dire, avec tous les investissements qu'on a fait depuis, qu'est-ce qui coince? D'où vient-il encore que nous en soyons aujourd'hui, n'est-ce pas, à subir des délestages au quotidien dans les villes, comme je dans les principales villes comme Douala et Yaoundé. Vous savez, sans énergie, un pays ne peut pas se développer. Parce que pour avoir des industries, il faut naturellement avoir de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'il répond en retour? Il fait bien de faire le diagnostic. Il parle des investissements qui ont été faits et qui restent à faire. Lorsque vous prenez par exemple un projet comme ceux des projets comme ceux de Lompanga et de Nachigal, n'est-ce pas? Non, de Lompanga et Menvele. Autant pour moi, vous constatez qu'on a seulement investi dans les barrages hydroélectriques, mais il se trouve, j'ai bien dit que je ne suis pas expert, c'est ce que je perçois, il n'y a pas de conduits, il n'y a pas de structures qui devraient acheminer l'énergie qui est produite vers les populations. Oui, parce qu'après la production, tout à fait. Parce qu'après la production, il y a le transport. Voilà, le transport, il y a la distribution. À ce moment, vous comprenez que le projet a été mal conçu, mal pensé. À mon sens, n'est-ce pas? Oui. Si ça n'avait pas été le cas, je pense, c'est depuis pratiquement 2002, 2011, 2015, autant pour moi que ces projets ont été mis en place pour juguler le déficit en électricité. Aujourd'hui, le ministre vient et nous explique cela par le déficit des poteaux qui sont usagés, qu'on n'a pas remplacés. Il explique entre autres par le fait qu'il y a
un manque d'eau de part et d'autre qui ne parviennent pas. Oui, il a expliqué, si on peut résumer, il dit par exemple que dans le réseau interconnecté Nord, il y a un problème qui se pose au niveau de la pluviométrie. Il y a la quantité d'eau a diminué, par exemple, dans le principal barrage qui est Lac d'eau, et c'est la raison pour laquelle cette partie du pays fait régulièrement face à des délestages. Effectivement, pourquoi on devait donc se poser la question de savoir pourquoi, après 40 ans de gouvernance du renouveau, on n'arrive pas à juguler ce phénomène, à trouver une solution, à avoir de l'énergie pour booster l'économie. Comme je vous l'ai dit, sans énergie, un pays ne peut pas se développer. Et voyez-vous, le ministre va conclure en nous disant, il conclut en disant que c'est d'ici 2037, avec les investissements de près de 6 milliards, dont vous avez déclaré la répartition, que nous pourrions avoir l'électricité dans tous les ménages. Mais vous voyez que nous en sommes là à être électrifiés par des slogans. Et cela me rappelle un peu la santé pour tous à l'an 2000. Où en sommes-nous? Vous connaissez ce que c'est que vous connaissez aujourd'hui ce que représente un plateau technique chez nous au Cameroun. On peut mourir même on meurt du petit palu, n'est-ce pas? On a parlé de grandes ambitions, grandes réalisations. Finalement, on a de grandes opportunités. Donc nous avons aujourd'hui affaire à un gouvernant, à des dirigeants qui gouvernent par des slogans. C'est vrai, pour une rare fois, j'ai noté qu'il y a tout au moins un diagnostic qui a été fait. Mais ce diagnostic ne peut pas être accompagné d'une volonté politique parce qu'il se trouve que le gouvernement camerounais gouverne par des réseaux. Un réseau ne gouverne pas un pays. C'est à travers des compétences, n'est-ce pas, qu'on parvient à gouverner un pays. Donc moi, je doute bien fort qu'à l'issue de ce qui a été dit, nous pouvons trouver le goût de quelque manière que ce soit. Enfin, Nougou, vous, RDPC, comment vous percevez ces questions-là? Il faut quand même indiquer que la question de l'électricité est une question importante, une question délicate, qui représente un levier important. Je veux dire que lorsque la production énergétique dans un pays est assez bonne, cela peut être un important levier de croissance économique à travers les investissements sur le plan industriel, entre autres. Est-ce que ce diagnostic fait par le ministre de l'eau est le bon, est le meilleur? Est-ce que de votre point de vue, cela jette les bases d'une résolution durable de la question de l'énergie électrique dans notre pays? Écoutez, Duval, c'est une question sociale qui touche tous les Camerounais, j'ai envie de dire, toutes les couches de la société. Et c'est une question à prendre au sérieux. Je pense même que c'est pour cette raison que le ministre, au regard de sa sortie, a véritablement posé les bases. Et je voudrais même dire, peut-être sans laisser me tromper, que nous avons donc vu les députés que nous voulons, qui ont posé des problèmes qui touchent les populations. Et c'est ce que nous demandons à nos élus au quotidien. Quel que soit leur beau politique, de défendre les problèmes des populations face à ces membres du gouvernement. Alors, maintenant, vous avez parlé de cette affaire d'énergie qui, justement, si on veut arriver aux opportunités fixées par le chef de l'État, si on veut passer en passant par les grandes réalisations, il faut bien qu'on ait véritablement cette énergie-là. Et c'est même pour cette raison. Même si aujourd'hui les projets ne sont pas achevés, on a quand même lancé des projets que nous connaissons tous. L'homme Pangal, par exemple, nous avons Emmenvele. Je crois qu'il y a même Mekin. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que si les 6 milliards que dont le ministre fait allusion ici, peuvent aider à achever ces projets-là, je crois que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose dans la mesure où non seulement nos petits ménages réclament de l'électricité. Nous savons tous aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire que d'où je sors, l'hôpital général aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que là, quand je venais, il n'y en avait pas. Si nous prenons l'électricité dans les grandes villes, tout à l'heure vous avez avancé également les chiffres au niveau des zones rurales, où le ministre a dit qu'il va falloir de l'argent pour alimenter en énergie électrique ces zones-là, alors il ne sera donc pas question de dormir sur les lauriers si le ministre a déjà fixé les bases, le ministre de tutelle. Mais sauf qu'à un moment donné, on a bien envie quand même de nous interroger. Peut-être pas pour dire directement ce que Maître King disait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive là. On avait les poteaux en bois autrefois. On citait même des personnalités qui avaient les champs dans ce sens. Maintenant, on pense qu'il va falloir aller avec les poteaux en béton. D'accord. Ça, c'est pour alimenter certainement des grandes villes. Maintenant, cela va prendre combien de temps pour en arriver? Il va falloir que le ministre soit plus clair
Bah, il a dit horizon 2035. 6 000 milliards de francs CFA pour régler tous ces problèmes à l'horizon 2035. Il a utilisé l'expression électricité pour tous à l'horizon 2035. C'est une très bonne chose, mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir quand même que nous sortons de notre silence. Parce que de toutes les façons, au regard de la course, j'ai envie de dire, au regard de la vitesse que le monde a aujourd'hui, il n'est plus question que c'est quand on est à l'Assemblée nationale qu'on vient nous expliquer de quoi il est question sur la question d'énergie. Il faut qu'au quotidien, les populations soient au courant de ce que les gouvernements font comme boulot par rapport à l'approvisionnement à l'énergie. Vous avez si bien dit qu'on va circonscrire le débat seulement pour l'électricité. Oui. Je n'ai pas envie de vous dire que l'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Donc, toutes ces deux questions-là touchent les Camerounais au plus profond d'eux. Et c'est des questions qu'il faut trouver des solutions en urgence. Ok. Xavier Bellemé, vous, OSIF, est-ce que c'est des questions qui vous préoccupent? Est-ce que quand vous jetez un coup d'œil sur le diagnostic qui est fait par le ministre et les suggestions ou les propositions ou le projet qu'il entend mettre en route pour régler cette question-là, est-ce que vous, OSIF, ça vous convainc? Je trouve que c'est juste un discours de plus, un discours slogan, comme l'a dit un de mes prédécesseurs tout à l'heure, qui au fond, d'ailleurs même, qui est même très dangereux, puisque la conclusion, c'est que nous sommes pris dans une sorte de tourbillon de la nature. Oui. Et puis, il n'y a pas de loi à Garoua, et le Cameroun n'aura pas de... Et pour rester sur l'exemple que sur le réseau face donc interconnecté, à cette situation, on manque d'enjeux. Il faut d'abord le préciser, pour que les téléspectateurs nous comprennent très bien. Je vais te dire, il y a un groupe, un très grand groupe international mondial canadien qu'on appelle Rio Tinto Alcan. Pour prendre l'exemple d'EDEA, qui avait repris EDEA sur Péchinet. Péchinet qui était l'actionnaire majoritaire du groupe Alucam au Cameroun, qui est une grosse industrie spécialisée dans la production d'aluminium. Et cette entreprise produisait environ 80 000 tonnes par an d'aluminium. Quand le groupe Alcan est arrivé, ils ont dit que non, 80 000 tonnes d'aluminium par an n'était pas une affaire rentable. Et qu'il fallait, parce qu'ils ont privilégié le Cameroun sur le coût de la production d'énergie, était un coût en minimum qui était supportable. Mais qu'il fallait augmenter la production d'Alucam environ 200 000 tonnes. Et pour augmenter la production d'Alucam à 200 000 tonnes, il faut accroître la production énergétique. Rio Tinto, moi personnellement, j'étais présent. Quand Alucam fêtait son cinquantenaire, j'étais présent, je représentais l'OSIF à l'époque. La présidente du groupe Rio Tinto Alcan, qui était venue présider, avait fait la panoplie de tout son projet. Les projets dont son groupe, auquel elle était à la tête, pensait pour Alucam qu'il fallait construire des centrales électriques, notamment à Sondon. Sondon, pour ceux qui sont à la Saint-Matim connaissent où ça se trouve, c'est quelque chose de 23 km d'EDEA. Et à Nactigal. Et elle avait fait l'extension de l'Alucam. C'était un projet qui portait sur plus de 1000 milliards. Mais qu'elle avait de l'argent. Et qu'elle était prête, en fait, le groupe Rio Tinto était prêt même de financer la part de l'État qui était de 30%. Et à condition que l'État les accorde certaines faveurs, notamment les facilités au niveau fiscal. Et quand elle faisait ce discours... Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? Non, je vais vous montrer que le Cameroun connaît des problèmes d'énergie depuis. Parce qu'aujourd'hui, les deux centrales qui sont la centrale de DEA, qui est vieille depuis les années 50, et la centrale de Sonloulou, et à la moindre mesure avec la centrale à gaz de Kribi, sont dans les 1000 poussières des mégawatts. Parce que le ministre lui-même a dit que malgré les initiatives et les actions menées par le gouvernement visant à rendre optimale la fourniture énergétique et l'approvisionnement en eau potable au Cameroun, le niveau de satisfaction reste faible et les attentes restent nombreuses. Ça veut dire que lui-même, il a pris la pleine mesure de l'affaire. Non, c'est ce qu'il a dit donc que c'était un discours creux. D'habitude, pour épater, c'est les naïfs. Parce que votre point de vue, il s'agit donc de faire quoi concrètement? Il était question ici d'accroître l'énergie électrique. Le problème d'énergie électrique ne se pose pas au Cameroun en 2021.
que ce ministre fait d'habitude un discours qui est propre au gouvernement pour lequel il représente. Autant pour laissez-moi vous expliquer. C'est très important. Bon, je donne la parole aux autres, puis je reviens à vous pour creuser davantage je dis que le Cameroun a actuellement la capacité du Cameroun. ENEO et les autres acteurs du secteur, c'est 1350 MW. Alors qu'actuellement, on a besoin d'un minimum de plus de 2000 MW. Oui, il y a un déficit énergétique. Donc il y a un déficit énergétique incroyable. Et si on veut se projeter par rapport à l'industrialisation du Cameroun, il faut qu'on aille au-delà. Le Cameroun a des capacités de produire. Produire plus de 2000 MW d'énergie électrique. Alors, ça, Jean-Louis, je voulais qu'on prenne 2 exemples pour que les téléspectateurs comprennent très bien ce qu'on est en train de faire et pour mieux analyser le diagnostic qui a été fait par le ministre. Lorsque le ministre, par exemple, restons dans le cas du réseau interconnecté Nord, qui couvre les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Le ministre va observer qu'il y a le principal problème qui se pose dans cette zone-là et qui peut justifier les délestages permanents qu'on rencontre dans cette localité, c'est la pluviométrie, la mauvaise pluviométrie. C'est-à-dire que, il donne quelques chiffres, il dit que le niveau de remplissage du barrage de Lac d'Eau a chuté de 4 milliards de mètres cubes en octobre 2019 à 2 milliards de mètres cubes en octobre 2020. C'est-à-dire qu'en fait, la quantité d'eau a diminué. Est-ce que, en le disant, cela suppose qu'il faut mettre donc... parce que là, il parle d'une cause naturelle. Est-ce que le diagnostic sur la cause naturelle vous convainc? Duval, je vous ai dit que c'est un diagnostic que j'apprécie. Oui. Mais c'est un diagnostic que ferait quelqu'un qui est arrivé au Cameroun hier. Je vais vous parler des 3 réseaux. Oui. Le RING, réseau interconnecté Nord, le RIG, le réseau interconnecté Est et le RIS, le réseau interconnecté Sud. Commençons par le Nord. Duval. Je l'ai souvent dit ici, sur certains de vos plateaux, que ce soit à la radio ou à la télé, que les politiques énergétiques mises en place par le Cameroun sont très mauvaises, n'ont jamais été bonnes. Je vais développer et je vais passer par le plan thermique d'urgence, qui a été une catastrophe, un scandale et un vol. Parlons du RIS, du RING. Mais Lac d'Eau, c'est 30 ans. Est-ce qu'il a fallu que, parce que nous faisons face à des problèmes de pluviométrie, pour démonter la centrale d'Agreco, pour aller l'installer au nord et renforcer le réseau interconnecté Nord, 30 ans après, alors qu'on nous dit que le Nord, la Damawa, c'est le château d'eau du Cameroun. On n'a pas investi entre 1990 et pratiquement 2005 réellement dans le secteur de l'énergie. Ce qui se passe aujourd'hui, le Cameroun paye cash, n'est-ce pas, le fait d'avoir privilégié d'autres secteurs. Par exemple, lorsque vous prenez la loi sur le secteur de l'électricité, la loi 98/022 du 24 décembre 1990, régissant le secteur de l'électricité, c'est-à-dire depuis 1998, vous, Duval Fangwa, vous pouvez créer votre propre barrage, vous pouvez faire votre propre centrale solaire, vous pouvez faire votre centrale de cogénération. C'est la libéralisation du secteur de l'énergie électrique. Et là, donc, je descends au réseau interconnecté S pour dire que le ministre relève que 17 UFA, c'est-à-dire 17 grosses scieries, sont installées à l'Est. Pourquoi on n'a pas monté des projets, des plans pour que les déchets produits par ces UFA produisent l'énergie par la cogénération? L'Est jusqu'aujourd'hui, depuis 40 ans, depuis les indépendances, est alimenté par des groupes électrogènes. Ça ne se comprend pas. Alors qu'il y a des déchets qu'on peut récupérer. Pour ma part, Duval, je l'ai toujours dit ici, il faut régionaliser nos différentes sources d'énergie. Votre confrère Cédric Moufele m'avait donné la primeur dans une tendance économique de discuter de ces questions d'énergie. Et je le dis encore, il faut régionaliser. Parce qu'à l'Est, il faut utiliser ce qu'il y a à l'Est pour produire l'électricité à l'Est. Lorsque le ministre dit qu'on va mettre 6 000 milliards pour les problèmes d'énergie, mais bon sang, il oublie que nous sommes encore au Cameroun en train de faire 1 mégawatt à 4 milliards, alors que la moyenne mondiale est à 1 milliard 250 millions. C'est-à-dire, lorsque vous regardez, aujourd'hui on parle du Covid, mais on a le scandale de Menkim,
15 mégawatts qui ne vont qu'injecter sur le réseau 9 mégawatts à 110 milliards. Mais la moyenne, c'est environ 20 milliards le mégawatt. Ça ne s'explique pas. Vous avez des scandales ou des projets comme le port en eau profonde de Kribi. Pourquoi le chef de l'État n'est jamais allé inaugurer le port en eau profonde de Kribi? Parce qu'au moment d'inaugurer le port en eau profonde de Kribi, on n'avait pas construit la ligne. Tout le port a été construit sous groupe électrogène, M. Fangwa. Donc, le problème qui se passe au Cameroun, c'est que les gens passent leur temps à saquer les directives que le président de la République pose. Et c'est là où je rejoins le grand frère et ami, Sa Majesté Pascal Missanga Namding, qui parle du coup d'état scientifique. Parce que ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, Duval. Je pense que c'est une volonté, et au-delà de la volonté, il faut cibler les vrais projets. Pour chuter. Je vais vous prendre peut-être un exemple. Lorsqu'on a fait le port en eau profonde de Kribi, certains disaient qu'il faut renforcer Douala, rendre Douala plus compétitif, faire l'extension de Tico et de rendre Limbé un port vraiment attractif de bonne qualité. Donc il fallait consolider les acquis. D'autres ont dit non, créons un autre port. C'est pareil dans l'énergie. C'est-à-dire, l'existant, les bassins du Cameroun, on les connaît. On sait là où on peut faire des barrages. Le gros problème du Val, c'est que nous avons passé le temps à donner des agréments et des licences à certaines personnes pour mettre des stations-service, à 3 stations-service sur le 1 km. Il faut inciter les investisseurs privés à investir dans le secteur de l'énergie. Au Cameroun, le secteur de l'énergie, c'est 13 000 milliards de marché à conquérir. Il se pose un problème, c'est que l'ARCEL ne communique pas assez. Je dis bien l'ARCEL. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici... L'agence de régulation. L'agence de régulation. Nous étions ici en 2017 avec des Japonais pour résoudre l'un des problèmes évoqués par le ministre, c'est-à-dire la distribution. Nous avons été reçus à la présidence de la République, mais au ministère, on ne nous a pas reçus. Le ministre, là, aujourd'hui, n'est plus en fonction, il a condégué. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire avancer ce pays, M. Fagwa. Nous avons tout essayé, nous, du secteur de l'énergie, en disant, OK, l'État ne peut pas tout faire, mais bon sang, motiver les investisseurs qui ouvrent des magasins, qui construisent des immeubles de 13 étages dans du béton, qui vont demander de l'énergie alors que nous n'en avons pas. Nous continuons à greffer sur un réseau déficitaire des grosses charges d'énergie. Nous avons préparé la canne. Depuis que nous pensons avoir la canne depuis 6 ans, combien de barrages ont été livrés? Or, le stade de Yassa, à lui seul, c'est 6 à 7 mégawatts qui va pomper. Aucun barrage n'a été conçu. Prenons Bafoussam, prenons Olembe, prenons le stade de Garoua. Environ 30-35 mégawatts que rien que les infrastructures de la canne vont solliciter alors que nous n'avons pas d'énergie. Vous comprenez que nous mettons toujours la charrue avant les bœufs et on se retrouve en train de gaspiller des gros sous. Il n'y a peut-être pas de centrales hydroélectriques, mais il y a des alternatives avec notamment les énergies renouvelables. Mais tout à fait. Et c'est un secteur qu'il faut explorer. Oui, effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il faut régionaliser. Absolument. Par exemple, lorsque j'ai parlé de la cogénération à l'Est, si on rentre ici au RIS, le réseau sud interconnecté, moi, j'ai été à l'ouest, dans les hauts plateaux, où j'ai travaillé pendant de longues années. On a des bons tirants d'air où on peut expérimenter l'éolienne. Le Cameroun a quand même 350 km de plage entre Kribi et je crois Limbé. On peut trouver des espaces où on peut faire l'éolienne. Au nord, ce qu'on est en train de faire là-bas, j'appellerais ça peut-être du pipi de chat parce que c'est pas sérieux, où on est en train de faire quelques centrales solaires de 150 kW, alors que nous devons parler de mégawatts. Lorsque le ministre vous dit en 2035, il faut que le Cameroun soit émergent, ça veut dire qu'en 2035, en énergie, il faudrait que le Cameroun ait 3000 mégawatts. Aujourd'hui, nous avons à peine 1400 mégawatts. Oui. Ça veut dire que nous devons faire 14 mégawatts par an. C'est-à-dire en 10 ans, chaque année, on fait 14 mégawatts. Pour compléter les 14 000, les 1400 voilà. Et atteindre les 3000. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Maître Fabien Keyi, il y a une proposition qui a été faite par Serge-Henri Kelbé qui, je crois, rentre dans le projet de société du MRC pour ce qui concerne la question de l'énergie électrique. Je le dis parce que dans le cadre dans le sillage de l'élection présidentielle 2018, nous avons eu l'honneur et l'opportunité d'interroger le professeur Moïse Kamto, président national du MRC, sur le plateau de la campagne électorale. Et à cette occasion, justement, il avait indiqué que l'une des pistes de sortie pour régler la question énergétique au Cameroun, c'était donc peut-être qu'il n'avait pas dit régionalisation, mais il était question de voir comment, au niveau des régions, je vais dire, il fallait décentraliser, voilà,
il fallait que dans cette politique-là, qu'il y ait une sorte de décentralisation qui permette qu'au niveau de chaque région, qu'au niveau des différentes localités, qu'il y ait des possibilités pour les communautés, pour les collectivités, de pouvoir produire elles-mêmes l'énergie électrique. Et cela permettrait d'éviter de mettre beaucoup d'argent dans des centrales hydroélectriques qui n'en finissent pas et qui finalement ne règlent pas le problème de façon durable. Duval, voyez-vous, je vais vous dire, lorsqu'on parle de régionalisation, vous savez, nous avons aujourd'hui un problème culturel. Je voudrais évoquer le cas de la guerre au Nord. Vous allez me demander pourquoi je fais un parallèle par là, parce que avant que nous soyons unifiés, dans la zone anglophone, par exemple, l'électricité et l'eau, n'est-ce pas, n'étaient pas concernés par l'État. C'est les communes qui s'en occupaient. On n'avait aucun problème de facturation, un problème d'eau ou d'électricité. C'est là où je donne raison à monsieur l'expert pour dire que si on régionalisait l'énergie, l'exploitation, la production de l'énergie électrique, ce serait un début de solution. Vous savez, on a parfois tendance en matière politique de faire des combats inutiles. Pour ceux qui ont suivi le programme politique du MLC en ce qui concerne l'énergie, tel que vous le dites, au-delà de l'autorisation des régions, nous avions parlé du partenariat public-privé. C'est-à-dire en termes d'investissement. Lorsque vous regardez ce que notre gouvernement fait aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Parce que vous voyez, en matière d'énergie, nous avons 3 réseaux interconnectés. Il y a le réseau interconnecté Nord qui concerne le Grand Nord, le réseau interconnecté Sud qui concerne 6 régions du pays, et le réseau interconnecté Est qui ne concerne que l'Est. Quand vous prenez sur les 20 dernières années, on n'a rien investi en ce qui concerne le Grand Nord et l'Est. Par contre, on aura mis pratiquement près de, je voudrais dire, plus de 1000 milliards en termes d'investissement dans les différents barrages que vous connaissez. Et figurez-vous que c'est après pratiquement la fin de ces barrages que le gouvernement camerounais se pose la question de savoir comment il va pouvoir transporter l'énergie électrique qui aura été produite. Vous comprenez que dès l'entame, n'est-ce pas, de ce projet, c'était un projet complètement raté. Oui, le ministre reconnaît qu'au niveau de la production, c'est relativement acceptable, mais que le problème se situe maintenant au niveau du transport et de la distribution, notamment dans le réseau interconnecté Sud. C'est un aveu d'échec. Pourquoi cela n'a pas été pensé dès le début, au moment où on ficelait ce projet-là? Pour dire que nous ne sommes pas déjà sortis de l'auberge. Alors que ces projets sont encore en cours, ne sont pas encore réalisés, le ministre envisage déjà d'emprunter encore 6 milliards pour que ce soit à l'horizon 2035 que nous pouvions avoir de l'énergie électrique. Pour dire quoi? En fait, même, nous ne devons plus accorder aucune confiance de soi, puisque par le passé, tous les projets qui sont là, il se trouve tout simplement, comme l'a dit l'expert, que les investissements massifs qui sont réalisés rentrent plutôt dans les poches des individus. C'est pour ça qu'à la fin, nous n'avons pas de résultats. Et vous avez dit sur le plan mondial, vous avez parlé de mégawatts. Oui, la moyenne. C'est la moyenne. Il y a 250. Au niveau du Cameroun, c'est multiplié par 5. Mais avec ça, est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas. Donc, on a une réelle volonté politique. Nous avons besoin d'une alternative. Et pour ceux qui sont honnêtes en matière politique, qui veulent lire véritablement le programme politique du MLC, je vous assure, tout de suite, ils seront satisfaits. Honnêtement. On n'attendra même pas l'échéance de 2035. Tout de suite là, si le MLC accède au pouvoir, je vous assure, à moins de 2 ans, nous aurons de l'électricité pour tous ces pays. Réellement. Raphaël Ndougou, dans le diagnostic du ministre de l'énergie, de l'eau, notamment si on reste sur le réseau interconnecté Sud dont parlait tout à l'heure Maître Fabien Kenyé, qui concerne 6 régions du Cameroun, le littoral, le centre, le sud, l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, et le faire observer que il y a des problèmes qui se posent, notamment les délestages. On est dans la ville de Douala et on vit très bien ces délestages-là. Le ministre explique que ces délestages, pour l'essentiel, interviennent lorsque les transformateurs sont sollicités au-delà de leur capacité ou lorsque il faut remplacer les poteaux qui sont pourris. D'ailleurs, il indique que 60% des poteaux électriques en bois sont pourris et il faut les remplacer sur l'étendue du territoire national. Lorsque le ministre le dit et demande les 6 milliards de francs CFA, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est assez convaincant. Qu'est-ce qu'on fait? On mobilise donc ces 6 milliards et on met à la disposition du gouvernement pour régler définitivement cette affaire, ou on regarde encore un tout petit peu ce diagnostic pour essayer de voir s'il y a d'autres solutions alternatives. Voyez-vous, Duval, lorsque le ministre dit le transformateur a subi taux de charge et les poteaux, etc. Je vous assure que le consommateur lambda n'est pas là pour connaître ce genre de choses. Parce qu'il paye 94 francs de kilowatts entre janvier et juin.
et il paye 79 francs le kilowatt après juin. Donc la période actuelle, c'est ça le kilowatt. Et il voit le compteur qui va très vite, c'est-à-dire que les kilowatts qui se multiplient et que traverser un mois, le consommateur va se voir l'agent Eneo arriver pour lui supprimer la consommation en énergie. Je veux donc rentrer pour dire Eneo, AS, Sonel, Actis. C'était pour quel résultat au Cameroun? Ne pouvons pas nous rappeler, je me rappelle de mémoire, notre camarade Charles Atebe Yéné, il avait déclaré qu'on ne privatise pas les sociétés de souveraineté. Depuis qu'on a privatisé nos sociétés de souveraineté là, quel est le résultat positif que nous avons eu ici? Parce que c'est facile de dire que les poteaux, d'accord, mais ça donne, le Cameroun lambda lui ne connaît pas ça. Tout de suite, nous devons donc dire merci à l'expert. Vous avez bien fait de cacher son cassette politique. Parce qu'à un moment donné, ça transforme les gens. Vous avez suivi comment il a déroulé. Moi, je salue quelqu'un tout à l'heure, M. Atanapie, pour les venus ici au Cameroun avec les experts également. Où le ministre dont il faisait allusion, qui ne communiquait pas, tout à l'heure, je vous parlais de la communication. Le ministre dont il faisait allusion tout à l'heure, qui est à Kondangui, ne les a pas reçus favorablement pour justement essayer d'enlever les zones rurales dans cette affaire de connexion. Parce qu'il y a des petits cours d'eau dans nos villages du Val où on peut utiliser ces petits cours d'eau-là et faire des barrages pour alimenter des communes. Tout de suite, ce qu'il dit est réel. Donc vous comprenez qu'on ne va pas toujours rester là à démontrer que voici, alors que le panier de la ménagère et la consommation en énergie et l'eau, c'est un véritable problème. Les factures arrivent dans nos maisons, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Hein. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, ils sont venus pour changer les compteurs. Où était l'urgence pour changer les compteurs? On ne commençait pas à changer les transformateurs et les poteaux. Pour dire, désormais que la ligne est déjà donc revêtue, si vous voulez, refaite, on va donc procéder au changement des compteurs. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est que Eneo, lui, il apporte des factures et le Camerounais souffre, malgré même le fait que le président a créé la Sonatel. C'est-à-dire que la société de transformateur d'électricité. Tout ceci, est-ce que le Camerounais est véritablement à l'aise face à cette distribution-là que non? Voilà. Xavier Bellemé, dans le rapport ou dans le diagnostic qui est fait par le ministre de l'eau, il s'est intéressé à des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je le dis parce que c'est considéré comme votre bastion traditionnel. Et là, il indique que lorsqu'on fait le diagnostic là-bas, le problème aujourd'hui, c'est davantage les contraintes sécuritaires qui ne permettent pas aux institutions, aux organes en charge de la production, de la transformation et de la distribution de l'énergie électrique de se déployer de façon optimale. Oui, bon, je dis, c'est pour ça que je disais que son discours, c'est, en fait, son rapport est un peu... Non, moi, sur ce diagnostic-là, il est correct. L'insécurité dans la région du nord-ouest et du sud-ouest ne permet pas que... là où il y a la paix. Ça fait 40 ans que ce gouvernement est au pouvoir et les contraintes sécuritaires n'ont commencé qu'il y a que 4 ans. Ça veut dire qu'ils auraient fait des prévisions depuis, le pays serait avancé. Donc, je veux bien être d'accord avec lui que la guerre dans les deux régions contribue énormément à plomber l'économie nationale. Mais la guerre au nord-ouest et au sud-ouest est arrivée 4 ans. On a un régime qui est là depuis 40 ans. 36 ans, ils ont fait quoi? Absolument rien. C'est ça que le cas. Bon, je vais retourner ici. Je dis qu'actuellement, la capacité de production actuelle au Cameroun est de 1350, vous m'avez compris tout à l'heure, 1350 mégawatts. Donc, entre les centrales thermiques, ainsi de suite, hydroélectriques. Mixé. Tout ça, c'est 1350 mégawatts. Et sur les 1350 mégawatts, à l'UCAMSEL consomme 80%. C'est le reste qu'on redistribue. Parce que j'ai reçu une étude de la Banque mondiale maintenant en 2017. La Banque mondiale disait qu'en 2017, que le Cameroun avait une capacité énergétique de 62%, soit 93% en milieu urbain et 21%, 93% en milieu urbain et le reste en milieu rural. Bon, maintenant, quand on regarde tout cela, et selon les experts, le Cameroun, et là je suis d'accord avec M. Kelbe, quand il dit qu'il faut régionaliser la production d'énergie, parce que les experts jusqu'ici sont d'accord sur un minimum de 70 points sur l'ensemble du territoire à l'intérieur du pays, qu'on peut installer des mini-centrales hydroélectriques qui peuvent avoir la capacité de produire 1 à 2 mégawatts,
qui peut faire alimenter des villages entiers, des arrondissements et autres, pour pouvoir permettre une position. Et puis de trois, il y a de très mauvais choix. Le régime, l'ordre gouvernant RDPC fait toujours des choix incroyables. Des choix qui privilégient les rétrocommissions et autres. Je prends le cas de Menvele. Là où on construit cette centrale qui a déjà englouti plusieurs dizaines de milliards. Et alors que le mégawatt est de 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire que pour une capacité de combien? Qu'on a prévu de 200 mégawatts. Qu'on doit produire cette centrale. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, elle se situe dans une zone. Parce que quand vous réfléchissez, il ne faut pas comprendre, quand vous mettez un peu dans la tête de ceux qui décident, vous vous demandez comment ils ont fait pour aller construire, dépenser aussi des milliards dans une zone où, en période de tirage, cette centrale ne peut plus tourner. Et elle produit aujourd'hui à peine 10% ou 20% de la capacité prévue autant de milliards. Alors qu'on aurait construit une centrale à Sondon, au niveau de la Sanaga, pour que le barrage de retenue qui a été construit à Lompanga alimente toutes ces centrales pour accroître la quantité en énergie en termes de qualité. Parce que maintenant, quand on va construire une centrale à Menvele, est-ce que c'est une décision, un choix politique qui répond au dynamisme économique? Est-ce qu'on décide là? Le décideur a vu, a pensé et réfléchi et s'est projeté par rapport à l'avenir? Non. Aujourd'hui, l'énergie électrique est un élément essentiel dans la vie au quotidien. Que ce soit l'individu ou alors... soit avec les industries. Voilà, les besoin pour pouvoir... Non, président, je vous ai cité tout à l'heure à l'entame de mon propos le cas de Rio Tinto qui est parti en Afrique du Sud. Parce que pour produire 300 000 tonnes, l'énergie déjà, à 80 000 tonnes, ils consommaient déjà 80% de 1350 mégawatts. Les gars ne pouvaient pas fonctionner, ils ont dit que ce n'est pas une affaire. Ok. Alors, voilà comment on dit. Donc pour pouvoir fonctionner, pour que nous vivions aujourd'hui, nous qui sommes sur ce plateau, il faut qu'on ait nos téléphones portables qui soient chargés. Okay. À partir de ce moment, vous pouvez vous interconnecter à travers le monde entier. S'il n'y a pas d'énergie, ça veut dire qu'on est complètement... On vit comme à l'ère de Mathusalem. Voilà, Mathusalem. Sur cette question-là, Serge-Henri Kelbet, tout à l'heure, vous avez commencé à développer sur les énergies renouvelables. Est-ce que quand vous parcourez l'exposé du ministre, vous sentez qu'il y a, au-delà de la production d'énergie hydroélectrique, d'autres alternatives qui peuvent être explorées pour permettre de combler le déficit énergétique dont il est question ici? Non, aucun non, Monsieur Fangwa. Ce que je voudrais dire, et je l'ai dit il y a déjà quelques années, qu'il faut sortir des anciens paradigmes, penser qu'avec l'hydroélectricité, nous pouvons tout faire. Les méthodes de calcul qui permettaient à l'époque de produire à Edea et d'aller consommer à Bamenda sont dépassées. On ne peut plus transporter l'électricité sur des distances aussi longues en traversant d'autres potentiels ou d'autres possibilités de production d'électricité. On ne peut plus. Ce qui m'amène à le dire, c'est quoi? Contrairement à ce que Maître Fabien Kenyé disait tantôt, nous, et je continue à militer, je fais partie des gens qui ont tapé fort et dur pour qu'on enlève le transport à Eneo. Eneo ne pouvait plus faire le transport. Et je vais vous dire que le monsieur qui est directeur général adjoint de la Sonatrel, aujourd'hui, a été l'un des plus gros directeurs d'Eneo, c'est-à-dire il avait une direction cumulée, au moins 3-4 directions. Donc, la Sonatrel a du répondant. La Sonatrel a des ressources. Je pense humaines ou financières? D'abord des ressources humaines. Okay. Ils ont des gars calés. Je pense ici, avec la main sur le cœur, à un de mes grands frères et camarades avec qui j'étais au Canada à l'époque, le docteur Moroa Guessirandi, paix à son âme, qui nous a quittés, qui était un expert, un spécialiste des néons, que la Sonatrel avait dit, nous ne pouvons pas faire ou monter la Sonatrel sans ce genre de personnes. Le problème aujourd'hui pour la maintenance de nos lignes, déjà même qu'il faut le dire, nous avons des lignes neuves. Quand vous voyez la ligne de la centrale à gaz de Kribi, 280 MW, elle n'a pas 15 ans. C'est une nouvelle ligne. Quand vous voyez les nouvelles lignes qu'on est en train de rafraîchir entre EDEA et même Dola, ce sont des nouvelles lignes. Il faut de l'argent pour la construction de nouvelles lignes. Le problème aujourd'hui, dans le diagnostic que le ministre a sorti, se situe à 3 niveaux. Pour ma part, je vais avoir un point de vue d'expert vraiment sans casquette politique. Le Cameroun, à l'heure où nous parlons, n'a pas 1500 MW. Le Cameroun est un scandale énergétique en termes d'hydroélectricité. La Côte d'Ivoire
2300 MW. Le Ghana, 2600 MW. L'Éthiopie, 2450 MW. Et je finis avec le Sénégal qui est dans les 2210 MW. Pourtant, le Cameroun a le deuxième potentiel mais c'est ça, hydroélectrique mais bien sûr, après le Congo. 20 000 MW. Le Cameroun aujourd'hui, et je l'ai souvent dit, me fait penser à une ville où j'ai fait mes études à l'époque. Le Québec, au Canada, produit dans quelques grandes villes du Québec, mais va jusqu'à New York vendre de l'électricité. Le chef de l'État a signé un décret permettant au Cameroun de commercialiser avec le Nigeria en termes d'énergie sur la demande du président Boari. Nous avons un des plus grands barrages qu'on peut ériger au Cameroun, le Nunvuri, près de 3000 MW. Le Nigeria attend ce barrage-là depuis. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique australe, du Zimbabwe jusqu'à presque au Malawi, vous avez des réseaux interconnectés entre Vous avez des dit nations. 3 points. Vous avez dit 3 points. Bon, donc je vais descendre maintenant au niveau de la distribution. La distribution, qu'est-ce qui se passe au niveau de la distribution? Duval, l'électricité coûte encore trop cher au Cameroun, au niveau de la distribution. En Algérie, c'est 0,01 cents, 10 francs CFA. Vous avez en Côte d'Ivoire 64 francs, au Mali 80 francs, à RDC 88 francs. Lorsque vous faites la moyenne au Cameroun, vous êtes à 80 francs. Pour un pays comme le Cameroun, au niveau de la distribution, de la vente de l'électricité, comme disait Raphaël Ngounou tout à l'heure, non seulement l'électricité coûte cher, mais nous investissons dans des choses qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire le remplacement des compteurs, entre guillemets, pour lutter contre la fraude, mais qui ne sont pas des priorités. La priorité, c'est de stabiliser le réseau de distribution. Au-delà de stabiliser le réseau de distribution, il faut pouvoir stocker l'énergie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des grands travaux, par exemple à Lubaba, dans le post-transformation, qu'on ait des grands parcs, des stades de football, où on parque des conteneurs bourrés de grosses piles qui stockent de l'énergie. Ça se fait au Brésil, ça se fait, je crois, au Guatemala, à Cuba. Et c'est un projet que nous avons voulu apporter au Cameroun, qui a été réceptionné à la présidence de la République, accepté, et un ministre de l'eau et de l'énergie a refusé ce projet. Les investisseurs japonais parce qu'il n'avait pas de rétro-commission. Les investisseurs, je ne vais pas dire dans les détails, mais les investisseurs japonais sont repartis. C'est pour vous dire que les problèmes que le ministre a soulevés au niveau de la production, du transport et de la distribution sont des problèmes réels qui sont identifiés et dans lesquels ou sur lesquels il va tout simplement... Donc en réalité, le problème n'est plus au niveau du diagnostic. La question qui se pose, c'est comment on fait pour régler des exactement. Et des solutions existent. Et je veux dire qu'avant le ministre, donc, nous avons apporté des solutions. La solution la plus probable, même immédiate, nous avons demandé au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a 8 ans, de voter une loi au Cameroun où on ne peut plus, où on n'a plus le droit d'importer des ampoules incandescentes, des ampoules haute pression, c'est-à-dire des ampoules énergivores, où nous allons limiter la brocante. Parce que tout ce que vous voyez comme brocante là, c'est des choses déclassées en Europe qui ne sont plus, qui ne doivent plus gaspiller l'énergie, tout ce qui est effet Joule. C'est-à-dire il faudrait qu'aujourd'hui, on aille dans des solutions ultra économiques. Au niveau de l'éclairage public, une ville comme Douala, c'est 16 000 points lumineux dans la ville. C'est des mégawatts qu'on peut économiser et électrifier Dibombari, Bois-Paki, toute cette zone aisément, si la ville de Douala fait des réductions. La brocante, vous avez des congélateurs et des frigidaires déclassifiés, qui ne sont pas de classe AAA+, qui arrivent ici en tonnes dans des bateaux, mais qui viennent ici créer de la succion de l'énergie, comme si vous avez des domiciles qui deviennent des boulangeries. Donc vous comprenez que nous pouvons avoir des solutions immédiates. Il suffit seulement que le gouvernement décide de dire pour l'urgence. Voilà ce que nous avons fait. Nous allons réduire la consommation énergétique au Cameroun pour pouvoir permettre à d'autres régions de s'électrifier. Messieurs, on va s'arrêter là pour la première partie de cette émission d'Equinox ce soir, de ce mardi 29 juin 2021. Nous retrouvons d'abord la réclame et juste derrière la grande édition du journal de 20h présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Retour donc sur le plateau d'Equinox ce soir de ce mardi 29 juin 2021 avec nos invités Xavier Bellemé du Social Democratic Front,
Maître Fabien Keigné du MRC, Serge-Henri Kelbé, expert en question d'énergie renouvelable, et bien sûr Raphaël Ndougou du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avant de rentrer dans le principal sujet du débrief, Xavier Bellemé, vous aviez encore un détail à ajouter sur le sujet qui a retenu notre attention en première partie en rapport avec la question de l'énergie électrique. Oui, pour travailler dans le sens de réduire le déficit en offre énergétique au Cameroun de manière considérable, le régime actuel a eu à penser, comme d'habitude, à des projets comme celui de Nachtigal et autres. Donc, une centrale hydroélectrique à Nachtigal qui devait avoir une capacité de production de 420 mégawatts. Et cette centrale devait être plusieurs fois annoncée d'ailleurs, les travaux devaient débuter en 2017, on a renvoyé en 2018, en 2019 comme d'habitude. C'était en 2019, début 2020, fin 2019 que les travaux ont été lancés. Et pour être réceptionnés en 2023, et je mets le doute que celle-ci sera livrée puisque les travaux stagnent. Et comme d'habitude, quand je me réfère sur les travaux de la CAN, avec le scandale de la CAN où on s'est retrouvé, nous sommes déjà en 2021 avec que les ouvriers sont encore sur l'actif pour essayer de s'atteler. Et jusqu'à qui devait se tenir en 2019, mais nous sommes en 2021. On n'est même pas encore. Qu'est-ce que vous suggérez qu'on suspende ces projets? C'est des choix qui sont. Parce qu'on a commencé à mettre beaucoup d'argent dans ces projets de construction des barrages. Il faut aller jusqu'au bout, non, finalement? Non, ils vont aller au bout. Comment ça va encore engloutir beaucoup de milliards de contribuables et pour arriver à un résultat catastrophique comme Menvele, qu'on parlait de 210 mégawatts, on se retrouve déjà avec 80, à peine même 30 mégawatts que c'est produit, maxi 80. Et qu'on déplace la construction de cette centrale. Et maintenant, ici, avec Nachtigal, ça sera la même chose, où donc, on préfère tenir et installer sur des fleuves qui, comme Menvele, qui ne vont pas avoir de l'eau en période d'étiage, il n'y aura pas de l'eau pour produire l'électricité. Et les travaux d'exécution vont connaître aussi le même sort que les travaux de la CAN, où on se retrouve avec plusieurs milliards investis, on a des difficultés énormes pour pouvoir réceptionner. Voilà. Serge-Henri Kelbé, le ministre, parce que au-delà du débat que nous faisons et des propositions que nous suggérons, ce qui intéresse les téléspectateurs, c'est de savoir comment obtenir chaque jour l'énergie électrique. Et le ministre semble avoir trouvé la solution à la question, puisqu'il indique que dans l'urgence, il faut d'abord remplacer 60% des poteaux électriques en bois qui pourrissent, les poteaux qui tombent tous les jours et qui ne permettent pas un transport et une distribution efficiente d'énergie électrique. Ouais. Bien, là vous parlez de la distribution. Je voudrais rappeler ici sur ce plateau que dans les années 75-80, on avait déjà des poteaux en béton ici. Il a fallu que une grosse ponte du régime arrive à la tête d'une société et trouve qu'il fallait plutôt utiliser des poteaux en eucalyptus. C'est devenu un grand business dont il était certainement lui-même le même fournisseur. Non, ce que je veux dire, Duval, le ministre Gaston Ilundu Essumba, du ministre de l'eau et de l'énergie, a posé un diagnostic qui est assez édifiant. Et je veux m'attarder sur les chiffres. Il a dit qu'il nous faut, selon eux, selon leurs calculs, 6 000 milliards d'ici 2035 pour avoir un Cameroun émergent dans l'énergie. Et sur la répartition, il dit 4 200 milliards pour la production, 960 milliards pour le transport et 840 milliards pour la distribution. Très bien. Pour ma part, ce que je voulais dire, c'est que comme dans l'informatique, dans les années 90, l'informatique a bénéficié ici au Cameroun des facilités et des largesses pour que le Cameroun, n'est-ce pas, comble le gap qu'il avait, n'est-ce pas, vis-à-vis de d'autres pays dans l'utilisation de l'outil informatique des TIC. Vous savez que sans énergie, sans outil informatique, nous ne pouvons pas avoir une économie numérique, n'est-ce pas, de qualité, et surtout sans énergie. Il est donc question ici que dans, n'est-ce pas, je peux dire l'encouragement ou alors la motivation de la mise en place des partenariats privés-publics, PPP, qu'il soit vu, n'est-ce pas,
un certain nombre de facilités qui pourraient encourager des personnes particulières, des privés, à s'intéresser dans l'investissement du secteur de l'énergie. Je rappelle que le secteur de l'énergie, rien qu'au Cameroun, tourne dans les 13 000 milliards. C'est un très grand marché. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui, sur 1 kilomètre, vous déposent des stations-service. Je n'ai rien contre les stations-service. Mais c'est un business qui est très réducteur. Vous allez voir des personnes qui vous construisent des gratte-ciel avec plein de béton, mais qui vont employer une dizaine de personnes. Pourtant, dans le cadre de la décentralisation, collectivité territoriale décentralisée, Maître l'a aussi souligné tout à l'heure, nous pouvons encourager les communes à s'autoproduire de l'énergie, n'est-ce pas, en créant des mini-barrages multiformes, pas des investisseurs privés, parce qu'il y a des communes ici au Cameroun qui n'ont pas 50 millions de francs CFA de budget, ça il faut le reconnaître, mais qui ont une forte élite. Moi je prenais peut-être le cas d'une commune comme celle de Pouma, où vous avez des fleuves qui traversent la commune de Pouma, avec une élite très forte qui peut se mobiliser et décider elle-même de produire un barrage, soit en BOT, Buy Operate and Transfer, ou alors dans un partenariat public pour que la commune de Pouma, de Ngouaï, ses environnants, soient électrifiés et soient déconnectés totalement du réseau Eneo. La loi est claire, la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Une commune qui produit son énergie peut la vendre à une autre commune et devient une espèce de petite, sans publicité, Eneo. Donc il faudrait que l'État, ne pouvant pas mobiliser ces 6 000 milliards, qui sont pratiquement 2 années de budget du Cameroun, vous voyez 6 000 milliards, c'est pas aussi évident pour un État comme le nôtre, qui, n'est-ce pas, vit... Alors je vais prendre 2 exemples, 2 chiffres. Dans la région du littoral, selon le ministre, la région littorale compte 158 transformateurs, moyenne tension, basse tension, non fonctionnels, ou en arrêt ou complètement défectueux. Oui. Deuxième chiffre, à l'ouest Cameroun, sur 1963 localités, 1553 sont électrifiés contre 430 qui ne sont pas électrifiés. Duval, les transporteurs sont dans la distribution. Oui. Moi, mon problème fondamental dès le départ se situe d'abord dans la production. D'accord. Il faut produire. Oui. Maintenant, nous allons trouver des éléments pour contourner les problèmes des transformateurs. C'est-à-dire, si vous avez un circuit fermé ou un réseau fermé, 4-5 communes qui gèrent leur mini-centrale, qui s'auto-emploient, qui trouvent les jeunes du village à travailler dans cette centrale. Là, ça permet de pallier le problème de transport et de distribution. Énormément. Okay. Effectivement, vous aurez même des solutions sur des économies d'énergie. Est-ce que ce n'est pas le réseau de s'effondrer? Est-ce que ce n'est pas ce que le ministre envisage, ou bien qu'il a est-ce que ce n'est pas cela qui parle lorsqu'il dit, je prends une partie de rapport, pour parvenir à électrifier, ça c'est sur la question de l'électrification rurale, pour parvenir à électrifier l'ensemble des 9000 localités de notre pays et qui ne le sont pas encore, il faudrait, sur la base des études menées par les équipes locales du MINE, que l'État puisse mobiliser un montant d'environ 874 milliards de francs CFA répartis ainsi qu'il suit. C'est parce que c'est région maintenant. C'est ça donc région du Nord 267 milliards, Centre 104 milliards, Adamawa 101 milliards, Sud 95 milliards, Extrême Nord 90 milliards, Nord-Ouest 66 milliards, Est 66 milliards, Littoral 50 milliards, Ouest 45 milliards, Sud-Ouest 28 milliards. C'est dans cette localité. De toutes les façons, Duval pour chuter et donner la parole aux autres copanélistes, ce que je voudrais dire, l'État seul ne peut pas mobiliser cet argent. Il va falloir qu'il y ait des partenaires privés locaux qui doivent s'intéresser à la chose énergétique au Cameroun. Et pour cela, il faut des stimulants, il faut des facilités, il faudrait... Je vous le dis, regardez dans les stations-service les marketeurs. Okay. Il y a plusieurs firmes ou sociétés qui distribuent le carburant, qui ont prospéré et qui vendent du carburant à tout vent. Pourquoi est-ce que dans le secteur de l'énergie, on ne va pas seulement rester avec Eneo comme distributeur? Il faut aller au-delà. Bien, messieurs, je vous propose qu'on évoque le sujet du débrief. Maître Fabien Kenyé, on a écouté dans le journal tout à l'heure un élément en rapport avec des suggestions qui sont faites par les députés de la nation
pour obtenir de manière optimale un nombre important de personnes vaccinées. Un député du RDPC a proposé que soit distillé dans de l'eau minérale le vaccin anti-Covid pour atteindre les chiffres escomptés. Duval, permettez-moi déjà de rappeler la campagne internationale qui est lancée par les Africains pour aboutir à la libération de 126 de nos camarades du MBC qui sont aujourd'hui embastillés. Je me serais attendu, depuis leur arrestation, qu'un député de la nation se lève tout au moins pour poser des questions aux gens chargés, aux gouvernants chargés de la justice. Pour quelles raisons ces personnes sont embastillées que non. Mais vous avez là, un ça député, pourrit certainement. Non, pas pourri, sincèrement. Je pense que lorsqu'on parle de représentation nationale des droits de l'homme, peu importe la couleur politique. Parce que sur le plan technique, on devrait savoir que l'image du Cameroun est suffisamment écornée à travers ce genre d'arrestation et d'embastillation dont on peut faire l'économie. Revenons donc aux députés, voyez-vous, c'est extrêmement choquant et regrettable, ridicule même d'ailleurs, qu'un député puisse s'exprimer ainsi. Nous avons comme impression que de plus en plus, ici au niveau national, certaines fonctions sont désacralisées. Parce que lorsqu'on parle d'un député de la nation, il s'agit d'une personne qui est chargée d'inspirer la loi et de la faire voter à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il demande un certain minimum de culture. Comment pouvez-vous imaginer qu'un député puisse débiter ce genre d'énormité sans tenir compte de ce que sur le plan de la vaccination ou du vaccin, il y a des conditions de conservation tout au moins. Et que c'est une affaire fermée, réservée à certains spécialistes. Oui, mais à sa décharge, quand même, il a indiqué qu'il a bien précisé qu'il est un néophyte. C'est-à-dire qu'en fait, il suggérait une idée et qu'il revenait aux personnes avisées de pouvoir analyser. Il est un député du peuple. S'il estimait qu'il n'avait pas de compétences à ce niveau, il devrait le dire. J'étais sur le ridicule, parce que vous voyez, ça ressemble un peu à certaines bourdes qu'un autre ministre du même gouvernement commet de plus en plus. J'ai dit qu'on en est arrivé à désacraliser. On a du mal à penser, à croire même que cette personne a déjà été sur les bancs de l'école. Pourtant, on venait de la présenter comme quelqu'un qui serait, inspecteur des impôts. C'est très gros. Et vous avez par exemple un ministre qui a fait le droit, c'est-à-dire qui se fait appeler, bon, je ne veux pas qu'on l'identifie, qui est coutumier de ce genre d'acte. Il faudrait qu'on soit un tout petit peu sérieux lorsqu'on porte la parole publique. Raphaël Ndougou, je suppose que vous devez être un peu embarrassé en écoutant votre camarade, député du RDPC, faire ce type de déclaration. Écoutez, j'ai mon grand-père qui disait souvent dans mon village que tout ce que les gens disent ne nécessite pas une réponse ou alors un commentaire. Mais puisque c'est le Covid-19, je l'ai toujours dit ici, le bon Dieu aime tout le Cameroun, au point où cette maladie-là est passée. Juste quelques séquelles est vraiment passée. Maintenant, si on a envie de vacciner le grand nombre de Camerounais, première chose, le ministre l'avait dit, le ministre de la Santé, le vaccin n'était pas obligatoire. Et deuxième chose, si l'honorable député a déclaré cela, tous les Camerounais ne consomment pas de l'eau minérale. Donc, dans le sujet inscrit à l'ordre du jour de ce débat, et dans la sortie du ministre, il a parlé de l'électricité et bien sûr de l'eau. C'est-à-dire que les populations de chez moi en Gomzap ont soit des forages, soit les petits ruisseaux du village. Donc ceux-là ne seront pas... S'il fallait aller selon la démarche ou bien selon ce que le ministre, j'ai envie de dire, l'honorable député a déclaré, ça gêne, c'est gênant. Même si d'aucuns pensent qu'à chaque fois qu'il y a une sortie comme cela, il faut absolument défendre. La défense que je voudrais apporter ici est simple. Dans un cabinet parlementaire, on est bien entendu entouré. Que ce soit des hommes de droit, que ce soit même des spécialistes en santé. C'est-à-dire que pour un sujet comme celui-là, lorsqu'on va aller prendre la parole, l'expertise, je le dis, non pas seulement des députés du RDPC, je le dis de manière simple. Peu importe son niveau scolaire, d'ailleurs, c'est un diplômé de l'ENAM. Mais la parole publique, à un moment donné, on a besoin de concertation. C'est-à-dire que même quand vous nous appelez sur le plateau de débat ici, rassurez-vous, lorsqu'il y a un sujet, on va demander à X ou Y qui peut être spécialiste pour prendre la parole.
Donc, de manière générale, il va falloir que nos députés, justement, soient bien entourés pour éviter des sorties comme celle-là, pendant que peut-être nous étions en train de parler de la sortie du ministre ou bien des interrogations des députés face à un ministre et pour des questions sociales, un ministre sort, j'avais dit un député sort sur ce cas et tout le monde sait ce qui a attendu aujourd'hui avec cette affaire de cette maladie, notamment le débat que vous avez fait ici hier. On attend bien sûr que les députés se penchent dessus. Ça encore, c'est une situation qui concerne les Camerounais. Pas question de penser que ici, il s'agit de députés parti X ou Y. Quand il s'agit du peuple et quand il s'agit des problèmes du peuple, on doit prendre cela à bas le corps. Donc je crois que sa sortie, j'ai lu dans certains journaux, on dit, il n'a pas dit ça. On n'est pas obligé de faire des commentaires, mais puisque vous nous avez peut-être pas imposé, vous nous interrogez là-dessus, je dis donc qu'il faut que nos députés soient bien entourés dans l'avenir, afin que lorsqu'ils voudraient se faire d'une sortie, que ce soit vraiment une sortie, que le peuple, parce qu'ils sont nos représentants. C'est ce que je voulais dire à l'entame ici, que je suis content de ce qu'il y a près de 30 députés qui ont interrogé le ministre de l'énergie. Ça signifie que ce n'était pas seulement ceux du RDPC, il y avait aussi d'autres députés dans cet interrogatoire-là. Donc, cette sortie-là, je crois que le député doit pouvoir peut-être retirer ses mots dans l'avenir, parce que les spécialistes vont vous dire que ce vaccin ne passe pas par la voie orale, que certainement c'est par injection. Donc, s'il avait été bien entouré, qu'il ne devait pas se tomber de cette manière. Xavier Bellemé, sur le sujet, c'est une bourde. Quelqu'un a appelé ça ou pas que c'est une constipation parlementaire totale. Et moi je dirais que c'est un scandale. Il est incroyable qu'un parlementaire de ce niveau puisse tenir de pareils propos. Déjà même c'est un problème très grave sur le plan économique, parce que cela peut amener ceux qui consomment de l'eau minérale à ne plus la consommer. Parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Et si ces entreprises imputent ce manque à gagner, si le chiffre d'affaires de ces entreprises baisse à cause de sa bourde au niveau de l'Assemblée nationale et ces entreprises l'imputent cette situation, je ne sais pas si c'est en mesure de payer les dégâts occasionnés par sa sortie, qui est très grave. Donc, et puis, c'était une occasion plus que rêvée pour lui en tant que parlementaire de s'attaquer, d'interroger l'État sur le scandale grave de 189 milliards qui ont été éhontément détournés au mépris de la détresse des citoyens camerounais. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne dites pas qu'il s'est trompé de bonne foi? On est dans une opération de vaccination, de campagne de vaccination, où il y a comme une sorte de réticence. On a écouté le docteur Tengan tout à l'heure indiquer que les anti-vaccins, visiblement, sont plus nombreux que les pro-vaccins. Et il est question pour les uns et les autres de trouver des stratégies pour que le maximum de personnes se vaccinent, se protègent. Est-ce que ce n'est pas dans ce sillage-là que ce député a voulu apporter sa contribution pour obtenir ces résultats-là? Est-ce que de ce point de vue, on ne peut pas considérer qu'il s'est trompé de bonne foi? Non, je ne vais pas le prendre ainsi. Par contre, il y a un autre... La réaction de ces députés peut soulever un autre débat. Le problème est que le parlementaire au Cameroun est le plus pauvre des parlementaires du monde. Parce que l'État empêche aux parlementaires de se déployer en lui donnant des moyens conséquents. Parce que ce député, certainement, s'il n'est pas membre du bureau parlementaire, il doit avoir 1 million de francs par mois. C'est vrai pour beaucoup de Camerounais ici qui touchent 36 000 francs en Djombe, c'est énorme. 36 000 francs à Dizangue, comme SMIC, c'est énorme, 1 million. Mais sauf qu'il a des responsabilités de parlementaire, il a besoin d'un médecin, puisque c'est une question de santé, d'un expertise, d'un médecin. Et quand c'est une question de droit, il a besoin d'un expert en droit. Si c'est question financière, il coûte très cher. Ces experts coûtent énormément cher et vous ne pouvez pas les payer avec un salaire de 1 million. Ce n'est pas possible. Donc ici, il faut remettre le parlementaire et lui donner les moyens pour atteindre ses missions. Okay. C'est de ça qu'il est question. Okay. Le parlementaire, donc on les oblige à devenir les parlementaires camerounais, à travers les moyens qu'on les donne, le pouvoir exécutif. Conséquence, on peut se retrouver avec les en train de mentir carrément, d'aller derrière des ministres de défense qui tient pour vous. Donc le parlementaire au Cameroun, en réalité, c'est un mendiant. Est-ce que c'est une ligne de défense qui tient pour vous? Écoutez, je pense que tout le monde est situé et rassuré aujourd'hui que ces propos viennent effectivement de l'honorable David Manfo, qui est un grand opérateur économique de la place de Douala.
Et je vais embrayer sur ce que Xavier disait tout à l'heure, qu'en tant qu'opérateur économique, il doit pouvoir peser, n'est-ce pas, les mots, en sachant que lorsqu'il parle de l'eau Myria, et il a même cité des marques d'eau, et que ça peut avoir une incidence. Moi, je mets ça sur la rubrique d'un fait divers. Vous savez, l'honorable Manfo est quelqu'un généralement d'assez comique, d'amusant, même quand je l'ai rencontré quelquefois au GICAM, il faisait rire tout le monde chaque fois qu'il prenait la parole. Donc il est comme ça. Je me rappelle un peu la campagne Donald Trump. La campagne justement du président Trump aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, avec qui avait proposé sur le vaccin. Voilà que le parce COVID. que la COVID, l'une des pathologies ou l'un des symptômes de la COVID, c'est qu'il attaque les poumons et que les patients ont de la peine à respirer. Alors le président Trump avait imaginé de faire boire à certains patients, je ne sais plus quel produit, qui devait heureusement que son conseiller aux affaires sanitaires était là. Mais ça a aussi fait un tollé et les gens se sont dit, mais écoutez, dans le Kentucky là-bas, ou bien, je ne sais pas, en Pennsylvanie au fond, il y a des pro-Trump solides, forts, que lorsqu'il a dit quelque chose, c'est comme la parole d'un gourou, et les gens peuvent aller vers son idée. Donc, ce type de parole, c'est parfois très dangereux, Duval. Et comme je vous disais tantôt, je mets ça sur le coup, n'est-ce pas, d'un fait divers de l'honorable Manfo que moi, par contre, j'aime beaucoup. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Xavier Bellemé, merci d'être venu. Merci. Merci également à vous, Serge-Henri Kelbé. C'est toujours un plaisir, Duval. Merci. Maître Fabien Cligné d'être venu sur ce plateau. Merci bien, Duval. Raphaël Ndougou, infiniment merci d'avoir accepté de venir échanger merci avec beaucoup. nous. Je pense que l'honorable aurait dû demander au Cameroun de consommer un Golotara créé par un Camerounais ou bien la solution de Monseigneur Cléda au lieu de parler de l'eau ou alors d'administrer le vaccin via la voie orale. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce mardi 29 juin 2021. Merci à vous d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bon courage à notre confrère Michel Éclador-Pécois, le directeur de publication de Ouest Eco, à qui on vient de signifier une garde à vue. C'est dans la cellule du parquet du tribunal de Bafoussam. Bonsoir chez vous.